Privyet, salut les amis, j'espère que tout va bien pour vous, et puis surtout, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints dernièrement. Est-ce que vous avez vu cette nouvelle série Netflix, Le Jeu de la Dame? Elle se passe dans les années 50 et 60, et l'histoire se concentre sur une jeune prodige du jeu d'échecs. Si vous ne connaissez pas, allez y jeter un œil, moi je l'ai vraiment trouvé sympa, et puis surtout elle m'a donné l'idée de faire une vidéo sur les échecs, puisqu'il y a un véritable lien historique très particulier entre ce jeu et la Russie. C'est parti. Les échecs, c'est un jeu probablement né en Inde vers 500 après Jésus-Christ, et apparu en Europe seulement au Xe siècle. Il se joue à deux, et le but est d'infliger un échec et mat à son adversaire. Dans les premiers temps de son existence, les échecs se jouaient avec des dés. Et oui, on lançait les dés et en fonction du résultat, on devait avancer telle ou telle pièce de l'échiquier. Mais l'église, qui avait déjà interdit tous les jeux de hasard et d'argent, ajouta rapidement le jeu d'échecs à sa liste. Par conséquent, les gens ont privilégié la réflexion et la stratégie plutôt que le hasard et se sont mis à jouer sans dés. Les échecs, qu'on surnomme aussi le jeu des rois, jouit d'un véritable prestige dans le monde entier. Le premier tournoi de l'époque moderne a eu lieu à Londres durant l'exposition universelle de 1851. En 1886 a été organisé le premier championnat du monde d'échecs, gagné par l'Autrichien Wilhelm Steinitz. Avant la révolution bolchevique, les échecs c'était vraiment le jeu de la haute société en Russie. Il n'y avait que la famille impériale et sa cour, ou presque, pour y jouer. D'ailleurs, un exemple qui illustre très bien l'enthousiasme des élites pour ce jeu, c'est le tsar Pierre le Grand qui, lorsqu'il partait en campagne, apportait toujours avec lui son jeu d'échecs, mais aussi ses meilleurs rivaux. Toutefois, les communistes ont décidé de démocratiser les échecs car ils pensaient, à juste titre, que cela élèverait encore plus le niveau intellectuel de la population en permettant à chacun de s'initier à l'art de la stratégie. Presque chaque école avait son club d'échecs par exemple, et c'est ainsi que les échecs sont devenus un sport extrêmement populaire en URSS. Et quand dans la série on voit ces images avec beaucoup de soviétiques qui jouent dehors, même quand il a l'air de faire assez froid, c'est pas une exagération, on est même encore très loin de la réalité. En effet, voilà de véritables images d'archives qui montrent qu'à Moscou, le célèbre parc Gorky était rempli de tables d'échecs où les gens venaient passer un moment agréable avec leurs amis pour se promener et jouer. Et quand l'automne arrivait, avec la chute des températures, les tables étaient simplement disposées à l'intérieur de grands hangars chauffés pour qu'on puisse continuer à jouer. Naturellement, vu que c'est en URSS qu'on jouait le plus, c'est là-bas que le plus de livres de stratégie sur les échecs étaient écrits. Et souvent, ils n'étaient pas traduits, ce qui a poussé certains grands maîtres internationaux, comme l'américain Bobby Fischer, à apprendre le russe juste pour pouvoir lire ces ouvrages très précieux. Il faut dire que si l'URSS a autant popularisé ce jeu qui avant était destiné aux élites, c'est aussi et surtout pour participer au rayonnement de l'Union soviétique dans le monde entier. En pleine guerre froide avec les États-Unis et le bloc de l'Ouest, tout est prétexte pour montrer sa supériorité. Ainsi, sous Staline, les grands maîtres soviétiques des échecs sont les premiers athlètes à être autorisés à sortir du RSS pour participer aux tournois internationaux. Et oui, je dis bien athlètes, puisque les échecs sont considérés comme un véritable sport, au même titre qu'aujourd'hui les e-sports par exemple. Cet affrontement entre les deux blocs se cristallise notamment en 1972 lors du championnat du monde du jeu d'échecs. Le prodige américain Bobby Fischer affrontait le soviétique Boris Spassky. Le monde entier avait les yeux rivés sur ce duel qui représentait en quelque sorte l'affrontement entre deux idéologies. Finalement, c'est l'américain Bobby Fischer qui a remporté le championnat. Mais en 1975, il refuse de défendre son titre, et c'est donc par forfait que le grand maître soviétique Anatoly Karpov devient champion du monde. Jamais les échecs n'ont été aussi populaires dans le monde qu'à cette époque-là. Dans les années 70, on assiste à un développement incroyable de l'informatique, et avec lui le développement de programmes toujours plus sophistiqués. C'est dans ce contexte que sont nés les premiers programmes informatiques de jeux d'échecs. En 1974 a eu lieu le premier championnat d'échecs d'ordinateur, c'est-à-dire que tous les joueurs étaient des machines. Ce tournoi est remporté par l'URSS avec son programme Caïssa. Les évolutions s'enchaînent jusqu'en 1997, quand une grande entreprise américaine d'informatique, IBM, propose aux champions du monde de l'époque, Kasparov, d'affronter leur premier programme, Deep Blue. Contre toute attente, c'est Deep Blue qui a vaincu Kasparov. Néanmoins, cette victoire est à relativiser, car Deep Blue avait pu analyser toutes les parties précédentes de Kasparov, tandis que lui n'avait pas pu en analyser une seule pour se faire une idée de la stratégie de Deep Blue. Plutôt injuste comme procédé. D'ailleurs, Kasparov avait demandé une revanche et qu'on lui permette d'analyser les parties précédentes de Deep Blue cette fois, mais IBM a toujours refusé. Et ça se comprend, l'entreprise venait de réaliser un immense coup marketing et ne voulait surtout pas risquer une défaite. Aujourd'hui, les échecs sont déclinés en plein de modes très variés, et il y en a pour tous les goûts. Des parties avec une cadence plus élevée, c'est le blitz ou le bullet, mais il y a aussi les échecs féeriques, où les règles sont modifiées, voire même parfois certaines pièces sont inventées, comme le léopard ou la licorne. Ou même encore, vous avez les échecs version sorcier, mais là, c'est une autre histoire. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, vous me rendriez un super service. N'hésitez pas non plus à partager mon travail vu que YouTube ne met pas forcément en avant les nouveaux créateurs. Et en attendant ma prochaine sortie, je vous dis paka, salut!